Allez, bien, on va passer maintenant à regard croisé. Ce soir, on évoquera la Centrafrique où l'émissaire de l'ONU veut une hausse substantielle des casques bleus. Nous serons du côté de la Côte d'Ivoire. L'opposition ira aux élections législatives en rang dispersé. On parlera ensuite de deux sujets Togo. On évoquera la question de la sécurité avec les accidents et autres actes criminels qui sont en hausse au second semestre 2020. Et puis on parlera aussi de l'arrestation de 3 enseignants syndiqués, arrestation qui fait débat dans le pays. Et vers la fin, bien sûr, vendredi, on va donner les notes pour des sujets donc, qui nous ont interpellés durant la semaine autour du plateau. Ce soir avec Vivien Emmanuel Tomi de Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Et Georges Hérault, acteur politique, Cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Surtout, je voudrais profiter de la chaîne pour remercier ceux qui ont participé ou bien ont eu compassion lors de l'enterrement de la femme du maire de Cloto 2 que nous avons inhumé samedi passé. Et je profite de l'occasion pour les remercier de la part du maire. Merci et toutes nos condoléances également au maire du Cloto 2. Kofi Kanitom, acteur de la société civile. Bonsoir Kofi Kanitom. Bonsoir cher ami, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV et surtout de ceux qui nous suivent depuis l'Allemagne, les États-Unis, la France, parce qu'ils nous ont souvent approchés pour féliciter ce que nous faisons. Merci donc, beaucoup. Donc un coucou spécial à eux. Voilà, on va commencer tout de suite avec la Centrafrique. L'émissaire de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, a réclamé jeudi au Conseil de sécurité une augmentation substantielle du nombre de casques bleus déployés dans le pays. Après les récentes attaques meurtrières de groupes armés, cette augmentation doit s'accompagner d'une plus grande mobilité dans un pays très vaste. C'est ce qu'a ajouté le représentant de l'ONU en déplorant par ailleurs une grande désertion depuis décembre des forces de sécurité centrafricaines qui impose des réformes. Aujourd'hui, Vivien Tomi, la sécurité centrafricaine est quasiment, j'allais dire, assurée par des forces étrangères. Il y a la Russie qui joue le premier rôle aujourd'hui. L'ONU également, qui n'est pas du reste. Finalement, face à cela, il est important que la force de l'ONU soit renforcée. Vous savez que si Bokassa se réveillait aujourd'hui et voyait son pays, il n'allait pas reconnaître la Centrafrique. La Centrafrique est devenue un champ de guerre où les puissances essaient de nouvelles armes, où les gens veulent montrer leur suprématie, où les intérêts des puissances sont en train d'être défendus et puis où les gens meurent comme des mouches. Aujourd'hui, le gouvernement central ne maîtrise plus grand-chose. La force du gouvernement centrafricain aujourd'hui, c'est d'avoir quand même une armée un peu disciplinée et puis aussi un peu dévouée à la cause du pays. Sinon, les rebelles allaient prendre Bangui depuis un moment. Bon, alors, la Centrafrique a un problème parce que officiellement, il y a l'embargo sur les armes pour le pays, mais au même moment, les rebelles, eux, ils trouvent des moyens de s'armer. C'est ce qui a même poussé la ministre des Affaires étrangères à demander une levée de cet embargo pour que, au moins, le gouvernement central puisse disposer aussi des moyens pour faire face aux rebelles. Mais sachant très bien que la Centrafrique est sous embargo, l'ONU a vite fait d'envoyer une force qui coûte très cher quand même à l'organisation, parce que parmi toutes les forces envoyées partout dans le monde, la force qui est envoyée en Centrafrique revient très cher à l'ONU. Malheureusement, la Centrafrique fait partie des pays qui ne payent pas ses cotisations au niveau de l'ONU. Le Niger a été épinglé la dernière fois, mais il y a aussi la Centrafrique qui ne paie pas ses cotisations au niveau de l'ONU. Mais en même temps, c'est là où la MINUSCA, par exemple, prend une grande partie du budget consacré au maintien de la paix par l'organisation. Aujourd'hui, les rebelles, avec cette union-là, cette coalition, ont quand même une force terrible et le gouvernement ne fait que trembler. Les forces loyalistes, les forces républicaines ne font que trembler.
le Rwanda, la Russie et l'ONU aident le gouvernement à peut-être garder certaines parties, mais ça va durer jusqu'au bout parce que aujourd'hui, les militaires républicains commencent par être fatigués. Parce que vous êtes là, les rebelles vous attaquent, et puis, bon, il y a des dégâts, mais vous n'avez pas assez de moyens, des moyens surtout efficaces pour pouvoir affronter ces rebelles-là. Et je regrette que la Centrafrique soit arrivée là, parce qu'on aurait dû trouver une solution pour que les armes ne crépitent pas, que les armes ne parlent pas, mais plutôt qu'on fasse un dialogue pour penser effectivement à l'essor du pays. Alors aujourd'hui, la Centrafrique est quand même déchirée entre divers groupes armés. On s'en souvient, avant la présidentielle, il y a eu donc une nouvelle coalition de groupes armés qui s'est créée, qui sème le chaos un peu partout. Finalement, toute cette situation conjuguée avec l'absence quasiment de forces militaires centrafricaines impose la présence des troupes étrangères, notamment les casques bleus. Aujourd'hui, il faut dire qu'en réalité, la Centrafrique ne peut plus compter sur sa force armée pour pouvoir faire face à cette coalition des anti-Balaka, des 3R, des MPC, des UPC, qui se sont regroupés à l'approche des élections présidentielles pour pouvoir faire un front, une alliance et aller démettre le président Touadéra qui doit passer son second mandat. Donc, et ensuite, il faut se dire que c'est une force très fragile, formée tout dernièrement, et puis mal équipée, et puis très fragilisée. Il vous en souvient que lors de ces dernières attaques, plusieurs ont dû déserter les rangs, on les cherche, on ne les trouve pas. Il y était les 300 soldats rwandais qui étaient mobilisés venant de la force de maintien de paix du Soudan, qui ont pu être là pour défendre. Ça veut dire que tel qu'ils avaient promis, cette coalition devait déjà marcher sur Bangui. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il faudrait que cette force d'interposition de l'ONU soit là pour pouvoir protéger ce qui reste de la Centrafrique, parce que finalement, la Centrafrique est totalement conquise, sauf la capitale Bangui. Fort heureusement, les rebelles n'ont pas la possibilité de s'approcher tellement de Bangui. Jusque-là, on a signalé que 2 assauts très proches, mais qui ont été rapidement écartés par ce. Donc, il faut aussi rappeler que cette force est installée depuis 2014, qui évolue jusqu'à présent. Et elle, comme l'a dit mon co-débatteur ici, elle est forte de près de 12 000 personnes, mais on réclame encore 3 000 pour pouvoir le renforcer afin de faire face. Il a dit quelque chose qui m'a intéressé, qui mérite à ce que nous tirons vraiment une leçon. Vous voyez, il y a cette observation que souvent, ceux-là qui constituaient, je dirais, le bouclier pour l'Afrique, nous avons appuyé le déstabilisateur à pouvoir les emporter. Il a parlé de Jean Bédel Bokassa. À l'époque, on était fiers d'entendre ce nom en Afrique, parce que, il vous en souvient, lors de ses anniversaires, de l'anniversaire de son pays, il se faisait même transporter dans des hamacs par des peaux blanches, et que c'était très joli. On se disait qu'il y avait une certaine notoriété de l'Afrique en face de la métropole. Mais aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe. Et même, il faut voir, lorsqu'il a été évincé et déporté en France, tout ce qui lui est arrivé, comment il a été. Et depuis ce temps, la Centrafrique n'a plus trouvé sa quiétude. C'est une invasion sur invasion, et c'est des attaques, alors que, il faut le dire que c'est une partie du territoire de l'Afrique où il y a ces problèmes à part le terrorisme, il y a le problème de développement, le problème d'expansion démographique, le problème de sécurité, tout ça là qui s'ajoute et qui fragilise ces pays et ne leur donne même pas les moyens. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas des pays qui peuvent aujourd'hui produire des armes pour pouvoir aller contre, ils ne peuvent qu'en acheter. Malheureusement, ils ne peuvent pas acheter. Alors, au même moment, ceux qui les contre-attaquent ont des libertés de pouvoir acheter. Donc,
S'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est se livrer, se confier à une force étrangère pour les défendre. Alors, est-ce qu'au-delà de, j'allais dire, de l'augmentation de l'effectif des casques bleus, qui va passer donc à presque 15 000 hommes finalement, ça va être l'une des missions des casques bleus les plus importantes, peut-être derrière celle de la République démocratique du Congo qui compte autour de 20 000 hommes. Il faudra aussi peut-être parler du mandat même de cette mission, parce qu'on sait que les missions de l'ONU n'ont souvent pas mandat d'aller, c'est des mandats d'interposition. Il faudra peut-être élargir leur mandat pour leur permettre d'engager le combat. Oui, mais avant de pouvoir répondre à cette question, je voudrais partager le regret de mes deux amis. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, pour parler de Centrafrique ou de toute cette situation de guerre qui est devenue une habitude en Afrique pour déstabiliser les États, les solutions sont toujours importées. Moi, je regrette énormément parce que quand vous parlez de mandat, du maintien, des forces de maintien de l'ordre, de pouvoir aller aux attaques, de pouvoir... N'oubliez pas que dans d'autres pays, c'est ces forces, il y a certaines forces étrangères qui vont jusqu'au-delà, violent les femmes, et passent au pillage, etc. Donc c'est peut-être dans ce ordre-là qu'il faut être prudent. Ici, on est avec l'ONU, ils sont un peu plus disciplinés que peut-être ceux dont vous parlez. Non, il y a eu des dérapages. Je voudrais parler, et parce que vous savez, c'est aujourd'hui, c'est déplorable qu'en Afrique, comme je le dis, c'est déplorable parce que nos États, tels que monsieur Kofi vient de le dire, et quand nous avons un pouvoir qui est stable, les adversaires passent toujours par nous-mêmes. Comme le dit quelqu'un, si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. Ça dit que l'adversaire passe par nous-mêmes pour nous déstabiliser. Et là commencent les solutions. Et les solutions sont importées. Comment vous pouvez trouver une solution aux Centrafricains lorsque généralement les solutions viennent de l'extérieur? Les gens qui sont sur le territoire ne sont pas associés à la recherche de cette solution. Donc, les solutions qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas être totalement efficaces sur le terrain. Donc, oui, aujourd'hui... mais des fois aussi, quand deux personnes se querellent, il faut peut-être qu'il y ait une troisième personne. La troisième personne, ce n'est pas pour rechercher la solution sans les deux personnes. Oui, c'est amener les deux personnes à trouver une solution. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire la troisième personne n'importe pas une solution qui vient l'implémenter sur le terrain. Oui, il faut amener les deux personnes à trouver une solution, à s'attendre. Oui, là, c'est plus efficace, c'est plus participatif. Les accords de Khartoum qui ont rapproché. Les accords de Khartoum étaient supposés avoir rapproché les positions, mais finalement, tout est parti en vrille. Aujourd'hui, le sujet, c'est par rapport au maintien de l'ordre, c'est par rapport aux casques bleus qui viendront de l'extérieur pour s'interposer entre les forces le pouvoir et les rebelles. Donc aujourd'hui, est-ce que ils seront définitivement, comme vous l'avez dit, il était 12 000. Aujourd'hui, on parle de 15 000. Ça veut dire tout simplement que, à un moment donné, la sécurité centrafricaine va être prise en otage par les forces étrangères. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Je voudrais dire tout simplement par rapport à ce que tu as posé comme question, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que la solution soit centrafricaine. Il ne faut pas rassembler des gens pour leur imposer des solutions parce qu'entre-temps, vous avez aussi d'autres intérêts derrière ces solutions. Mais amener les rebelles et le pouvoir central à s'attendre. Ici, sur ce plateau, j'avais dit que
les élections ne vont pas résoudre le problème des Centrafricains. Mais passer en force pour organiser, c'est bien. Mais il faut être sûr qu'il y aura toujours ces situations d'instabilité dans ce pays. Bon, en fait, moi, j'étais en train de penser à quelque chose. C'est bien qu'on tende la main à une troisième personne quand on est en difficulté pour qu'elle vienne vous apporter assistance. Encore faut-il se poser la question de savoir, est-ce que la sérénité, l'instabilité de la Centrafrique est ce que est recherché par celui-là qui vient pour intervenir? Si c'est vraiment, c'était ça, il y a une solution que l'interposition de la force. Mais si ce n'est pas cela, et que plutôt l'instabilité profite, enrichit et permet de tirer profit, pensez-vous que même la présence là peut aider la Centrafrique à trouver sa stabilité? Voilà des questions sur lesquelles nous devons aller. Et vous pensez que si, en réalité, il n'y avait pas cette porte d'interposition, est-ce que entre eux, je vous avais dit l'autre fois que la Centrafrique est le pays où ils sont arrivés à parler une langue, le sango, qui est populaire, qui est plus nationale, et c'est des gens qui ont des liens de sang. Ça veut dire que c'est des communautés qui doivent en principe s'entendre. Et vous étiez sûr que s'il n'y avait pas de ces alimentations, nous allons interposer, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, les Centrafricains eux-mêmes, entre eux, ne pourraient pas s'entendre et trouver des accords qui puissent amener la stabilité dans le pays. De toutes les factions. Les factions en présence aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Est-ce qu'ils cherchent la déstabilisation de la Centrafrique ou bien ils cherchent la stabilité de la Centrafrique? Dans ce cas, est-ce qu'en détruisant tout, en mettant tout en ruine, ils apportent une solution à la Centrafrique? C'est comme à un moment donné, nous n'avons pas le patriotisme dans le sang. Ce qui est quand même évident aujourd'hui au niveau de la Centrafrique, c'est que l'armée centrafricaine qui était en construction n'existe finalement que de nom. Oui, vous savez que l'armée centrafricaine a beaucoup de problèmes. D'abord, un problème de moyens logistiques, surtout, avec l'embargo qui dure déjà des années. Et puis aussi... L'embargo incompréhensible. Voilà, ça n'a même pas de sens parce qu'il y a la guerre. Vous m'imposez à moi, le gouvernement, l'embargo et vous laissez les rebelles se procurer des armes. Alors, moi, je suis contre ceux qui pensent que c'est toujours les autres qui nous aident à nous quereller. Parce que ça vient de nous-mêmes. Si tu ouvres ta porte aux Occidentaux pour venir tirer profit et on te donne des armes pour tirer sur tes frères, c'est à toi-même d'abord la première culpabilité. Il faut t'accuser d'abord. Les autres profitent effectivement de nos faiblesses, les autres profitent de nos divisions pour pouvoir s'enrichir. Aujourd'hui, la Centrafrique a besoin de la paix. Maintenant, si on est là avec la MINUSCA qui n'a pas réussi pour le moment son rôle, et les Russes, les Rwandais doivent venir en renfort pour pouvoir aider, c'est que le problème est plus sérieux que ce que nous pensons. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je reconnais que les élections étaient vraiment importantes parce que s'il n'y avait pas eu d'élections, ça veut dire que ce serait aujourd'hui le chaos. Alors, maintenez le fil de votre réflexion. On va aller à la première pause et on revient continuer.